Julien Challet est donc ici présent. Il est militant chercheur et membre de l'association de recherche-action sur les racismes et l'antisémitisme contemporain. Et c'est l'auteur de L'incendie universel, le sujet de l'antisionisme à gauche, que vous avez pu voir en exclusivité dans la salle 1 de l'EDL. Voilà, et donc son intervention va venir examiner les liens entre antisionisme et antisémitisme et ramener un peu les réalités des milieux militants à gauche dans les réflexions autour de l'antisémitisme utilisé comme critique du système capitaliste dont Clément Homs a parlé beaucoup. Il y a, ouais. Alors, comme vous le savez peut-être, quand on fait ce type de présentation, on envoie en l'occurrence, si j'avais plus ou moins reçu le titre, on envoie les slides, etc. On prépare son plan, et puis on laisse un petit peu les choses mijoter, et on y revient, et on transforme un petit peu la présentation. Donc, le PowerPoint reste absolument pertinent. Cependant, il structure moins mon intervention. Donc, ce que je propose, c'est que, sauf quand je te ferai peut-être signe, passer à l'une slide ou l'autre, on va considérer que la première partie de mon intervention sera plutôt théorique et la deuxième partie sera plutôt travaux pratiques, parce qu'il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup d'images, et en fonction du temps qui nous restera, je regarde, on va essayer de décrypter certaines choses. Ce sera peut-être même un petit peu plus ludique. Voilà. Euh, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, petit disclaimer et trigger warning. Il y a la citation de Jacques Lacan. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec la psychanalyse, vous inquiétez pas, ce n'est pas un exposé psychanalytique, etc. C'est juste que la citation et le contexte de la citation me plaisaient. Parce que dans le livre, je développe une réflexion sur la question de martyrs et de martyrologie, et ça donnait aussi un très bon titre à l'ensemble. Euh, voilà, et donc il y a le plan que vous pouvez lire. On va essayer de le respecter au maximum. Dans les livres sur l'antisémitisme, l'antisionisme fait souvent l'objet d'un chapitre, est présent à l'arrière-plan ou souvent relégué à une note de bas de page. J'ai tenté avec ce livre de renverser la logique, de parler frontalement et avant tout de l'antisionisme et de ses liens proches ou lointains avec l'antijudaïsme, l'antisémitisme, sans craindre les embarras, le tabou, la gêne, bref, toutes sortes de paralysies que cette thématique semble produire à gauche. Euh, pour attaquer ce sujet, il a fallu que je prenne en compte aussi les dynamiques militantes et la division du travail militant. Tu peux peut-être déjà passer. Ouais. Voilà, ça vous l'avez. Euh, voilà, faire se rejoindre les enjeux de terrain et les perspectives théoriques dans le cadre de la figure du militant-chercheur qui s'inscrit dans un engagement recherche. Alors, je ne reviens pas en profondeur sur ces questions-là. Je pense que Johannes aussi a évoqué dans la toute fin de son exposé sur les révolutionnaires en manque d'idées, je ne sais plus comment tu l'avais, sans qualité, voilà. Euh, ça rejoint un petit peu cette idée-là. Et donc, euh, ce qu'on peut dire avec la citation de Benassayag, en tout cas, lui, il parle d'engagement recherche et il critique un petit peu cette posture militante qu'on peut rencontrer ou même parfois avoir. Il y a une partie autoréflexive visant à abandonner la prétention à la maîtrise du changement global afin de mieux participer à la transformation du monde social. Ça n'implique pas de refuser les analyses globales, comme Clément vient de faire, ni de se rétracter sur sa seule zone d'influence. Il s'agit d'être en mesure de repérer et de refuser pour soi et pour les autres les postures totalisantes, voire totalitaires, quand bien même les enjeux actuels, fascisation, écologie, capitalisme, le sont, et qui masquent mal les désirs autoritaires, pour reprendre une expression d'Adorno qu'on a déjà citée, et les dérives narcissiques, qu'on rencontre ici également beaucoup. Alors, je parle ici de militants de première ligne et militants de seconde ligne. De nouveau, c'est une distinction qui, chez moi ici, n'a pas de jugement moral, mais en action, ils peuvent poser question. Et ici, je fais notamment référence à ce dont certains euh, peuvent suivre sur les réseaux ou quoi. Euh, Quand certains groupes décoloniaux, pour aller vite, font des provocations,
vous avez dans la semaine une tribune signée par des grands universitaires qui vont dire non, mais c'est une infamie de les traiter d'antisémites, etc. Donc là, je fais la différence entre la première ligne, ceux qui vont aller euh, être des militants de terrain, et c'est très bien d'être un militant de terrain, mais ce que je veux dire, c'est que cette distinction, en fait, sépare deux types de militantisme, et le militantisme de seconde ligne est beaucoup plus, est beaucoup moins, en fait, soumis au feu des projecteurs, et moi, j'aime bien aller voir ce qui se cache, et donc aller voir qui sont ces acteurs qui travaillent à leur propre développement symbolique, là où les acteurs de terrain vont être beaucoup plus sous le feu des projecteurs et subir, lire de nos propres critiques. Et donc moi, je fais partie de ceux qui critiquent, par exemple, les développements antisémites du PIR ou du décolonial, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une dynamique qui s'opère entre des militants de première ligne et des militants de seconde ligne qui peuvent être des universitaires, des intellectuels, des théoriciens, etc., qui ont une surface médiatique plus grande, des leaders d'opinion. Et dans le livre, cette équation, non, pas ça, voilà. Euh, j'ai un problème de texte. Voilà. À cela, j'ai ajouté des composants donc, que je qualifierais ici de grossièrement, surtout que je sais où je parle, donc de psychologie du militantisme. Alors, je mets des gros guillemets, mais ce que je veux dire par là, ce sont les états d'enthousiasme, d'ivresse, voire d'extase mystique qui donnent corps à des pathologies militantes, telles qu'on les retrouve dans certaines formes de campisme ou de nationalisme. Euh, et il y a des choses très, très étonnantes. Je suis tombé sur un livre écrit par une coach en développement personnel, étonnant sur Internet une web télé qui s'appelle Télé Palestine, en Belgique, et proche des Rouges Bruns et des confusionnistes, qui a écrit un livre, Gaza, le tournant de l'humanité en terre sacrée, une approche spirituelle de l'histoire en marche. Je parlerai plus loin de ce tournant pour l'humanité, mais ça pose pas mal de questions. Euh, et parce que la volonté d'entrer en résonance avec son public pour les toucher. Et en fait, on est dans cette période de perte des repères théoriques et pratiques de la gauche, comme ça a été pas mal expliqué plus tôt cet après-midi. Et j'ai deux exemples qui permettent peut-être de donner corps à cette problématique et qui, moi, m'ont beaucoup marqué, et surtout que c'est intervenu assez tard dans l'écriture du bouquin, et ça m'a donné quelque part une forme de confirmation, même si je ne l'attendais pas. Généralement, quand on travaille sur ces sujets-là, on est plutôt content de se voir disons, opposer des arguments qui nous disent, ah ben ok, tout ne part pas complètement en cacahuète. Donc deux exemples qui ont pour moi une forme de confirmation. C'est l'histoire de Francesca Albanese. Donc je ne resitue pas forcément, je crois que tout le monde a un peu en tête cette personne, sur une scène du Festival de l'Humanité, comment ça s'appelle la fête de l'UMA, voilà, la fête de l'UMA, ouais, en septembre 2025, où elle est introduite sur scène par un journaliste, j'ai oublié son nom, qui présente ses travaux, son rapport sur le génocide à Gaza. Et le journaliste insiste sur le fait que maintenant, on peut parler de génocide parce qu'il y a le rapport, etc. Bon. Moi, ce qui m'intéresse dans cette séquence, c'est pas tellement le terme de génocide ici, c'est pour peut-être une discussion ultérieure, mais la réaction du public. La réaction du public qui est des applaudissements, des cris de joie, parce que le terme a été dit, parce que il fallait que quelqu'un le dise, et c'est une forme d'extase. Et donc, plutôt que de huer ces mots pour ce qu'ils représentent pour les Gazaouis, le massacre de tout un peuple, ce sont des cris d'approbation. Et donc là, il y a quelque chose à réfléchir. Là, il y a quelque chose à se dire. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement dans ce public? Deuxième exemple, et donc un public plutôt de gauche qui va à la fête de l'UMA. Alors maintenant, un public plutôt costard-cravate,
Jonathan Glazer reçoit le prix pour Zone of Interest au César 2024 et son producteur vient recevoir le prix. Et pareil, il dit aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres et les nettoyages ethniques à Gaza. Applaudissements, cris dans la salle. Permettez-moi de trouver cela aussi instructif que glaçant. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, dans une partie un peu plus théorique, avec une réflexion axiomatique, schématique, mais qui permettront après d'aller un peu plus loin. Un des problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous luttons contre l'antisémitisme, en acte ou en parole, écrite ou orale, c'est bien souvent qu'il est compris comme un jeu à somme nulle. Pas par tout le monde, pas de la même manière, mais de nouveau, mettez-vous dans une réflexion plutôt schématique. Le jeu à somme nulle consiste à juger si les paroles sont antisémites ou non. Si elles ne le sont pas, alors la parole est acceptable. On peut contester cet argument, mais l'axiome, il est comme ça. C'est d'ailleurs ainsi que l'on sépare les propos problématiques des opinions politiques, du moins dans le cadre de l'antisémitisme et de l'antisionisme, au sens où le propos problématique sera le propos antisémite. S'il n'est pas antisémite, largement, il va être considéré comme antisioniste. Ça m'amène à deux réflexions complémentaires qui suivent cet axiome. D'une part, la labellisation ou l'étiquetage antisémite recouvre potentiellement des actes ou des propos qui ne s'expliquent qu'en partie par cet aspect, avec comme conséquence de laisser dans l'ombre la véritable mécanique à l'œuvre, qu'elle soit complotiste, plus largement xénophobe, mimétique, instrumentale au sens d'une volonté assumée de perforation de l'espace public et communicationnel, provocation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un élément antisémite dans la démarche ici, mais parfois il faut aller au-delà de la simple accusation d'antisémitisme. Ça c'est une manière d'envisager les choses. La deuxième chose, c'est, et de manière concomitante, l'histoire de l'antisémitisme contemporain est faite de déni, de recouvrement, de minimisation, d'instrumentalisation politique, et le fait de nommer les actes antisémites pour ce qu'ils sont une avancée sociale indéniable. Donc les deux existent. Les deux lectures existent. Le meurtre d'Ilan Halimi, par exemple, faisant office de point de rupture. Il fut à la fois qualifié de fait divers crapuleux, ce qui est mal le qualifier, mais il est aussi devenu un événement pivot dans la prise en compte des actes de nature antisémite. Ce problème de lecture perdure et les faits doivent s'analyser au cas par cas et en fonction du contexte. Comme je le disais sur les réseaux sociaux, où le pire, le moins pire et parfois le meilleur cohabitent, un tag Free Palestine sur les murs de nos villes peut difficilement être taxé d'antisémite pour lui-même. Lorsqu'il s'agit d'un autocollant posé sur la boîte aux lettres d'une maison avec un patronyme, une boîte aux lettres avec un patronyme à consonance juive, là, nous passons dans une dimension antisémite. Donc, on voit les contextes et le cas par cas nécessaires à comprendre. Et pareil, si j'ai pris l'exemple de Free Palestine, on peut penser du Jourdain à la mer, etc. En soi, il nécessite d'être contextualisé, si c'est sur les murs, etc. Et on peut avoir un problème par rapport à ce slogan. Il n'est pas nécessairement antisémite. Si on le qualifie directement d'antisémite, on ne comprend pas les mécanismes derrière à l'œuvre. Bref, je reviens à mon jeu à somme nulle. Si, lorsque nous sommes face à une suspicion d'antisémitisme et que l'on atteste finalement que cela n'en est pas, bien souvent, le fait ou la parole, à l'origine de la suspicion initiale, est classée comme une expression politique acceptable, qui ne cause pas de rupture au sein du groupe social, de gauche ou autre. On sait maintenant, bien sûr, que l'antisémitisme ne cause plus de rupture, et c'est bien un problème. Au contraire, mais restons encore un petit peu sur cet axiome. Ce qui n'est pas problématique est une opinion politique acceptable. Étant partisan d'une large liberté d'expression, ce n'est pas l'expression d'opinions politiques qui me pose problème, mais le fait de normaliser en grand nombre à gauche, quand bien même elle ne relève pas de l'antisémitisme. Donc je reprends mon exemple de Free Palestine ou de la mer au Jourdain. Si on creuse, on peut trouver des choses absolument acceptables, qui sont l'égalité pour tous en Israël-Palestine, mais ça peut aussi révéler d'autres mécanismes. Et donc, il faut rentrer dans la finesse. Si on sort de ces exemples liés au conflit israélo-palestinien, quand ça ne relève pas de l'antisémitisme, je pense à l'Ukraine, je pense à la Syrie, je pense à la négrophobie, je pense à l'islamophobie, etc. Évidemment, cela peut créer des tensions en interne,
mais le fait que cela ne relève pas de l'antisémitisme peut avoir une valeur quelquefois, et malheureusement, à ne pas être prise en compte dans nos lectures. Alors, de plus en plus, si on prend en compte la France insoumise, on va repérer chez les progressistes les plus lucides le fait que ces propos sur l'Ukraine sont inacceptables, sur la Syrie, c'était inacceptable également. Mais certains vont mettre de côté cela parce que c'est le leader qui va nous guider vers la victoire. J'en reviens à mes réflexions. Tout ne se recouvre pas sous le label antisémite. C'est vrai. Inversement et concomitamment, l'antisémitisme est toujours objet de déni et de minimisation. C'est vrai. 3. L'analyse de l'antisionisme se fait en prenant en compte les points 1 et 2. Le voir exclusivement comme une forme renouvelée ou équivalente à de l'antisémitisme nous égare et ne nous permet pas de l'analyser pour ce qu'il est. D'autre part, ne pas comprendre qu'il existe des continuités entre l'antisémitisme et plus particulièrement certaines formes d'antijudaïsme et certaines expressions antisionistes, c'est également faire fausse route. Il y a des ponts. Enfin, et je dirais surtout qu'à gauche, concernant l'antisionisme, nous nous retrouvons pleinement dans le jeu à somme nulle. S'il n'est pas antisémite, proposition 1, il ne peut donc pas être problématique, il est donc une opinion politique acceptable. Et donc on évite les questionnements douloureux liés à l'antisionisme parce qu'on va se dire, ah ben c'est pas antisioniste, c'est pas antisémite, pardon, donc c'est acceptable d'être antisioniste. Mais de nouveau, on manque de la finesse d'analyse. Et donc, l'antisionisme ne serait jamais problématique, ou en tout cas ne serait problématique que si l'on arrive à le raccrocher à de l'antisémitisme. Et c'est là où on voit que l'antisémitisme, parfois, fait objet de forçage, parce que moi, je suis partisan d'une lecture de l'antisionisme pour ce qu'il est. Il peut être lié à l'antisémitisme, bien sûr, il peut être ne pas être lié à l'antisémitisme, pardon. Et pour autant, il faut continuer à se poser des questions sur l'antisionisme, quand bien même il ne serait pas lié à l'antisémitisme. Concernant la droite et l'extrême droite, ne les oublions pas, elle joue sur tous les tableaux. Elle se veut le bouclier contre les juifs, je regarde l'heure. Et vous connaissez cela, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Et si ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est une opinion à bannir, car cela dénie le droit des juifs à l'autodétermination. Donc c'est quand même un peu de l'antisémitisme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la droite et l'extrême droite partagent avec la gauche une forme d'autodisqualification de leur potentiel antisémite. Ils vont se disqualifier d'être antisémites parce que ils sont, ah oui, regardez, ils sont le protecteur des juifs. Et la gauche, pareillement, va se dire, comme LFI peut le dire aussi dans un élément de langage, nous n'avons pas les moyens de l'antisémitisme. Et là, ça peut être intéressant de montrer. Attends, tac, 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 tac. Ah, voilà. Voilà, ça, c'est Plantu. C'est une caricature antisémite de F. Epstein. Si on regarde le nez, c'est un pénis. Bon, voilà, c'est une pieuvre qui dirige le monde. Bon, ouais. Et là, franc-tireur, qui se proclame les plus défenseurs des Juifs en France, qui fait une caricature de Zemmour, selon tous les tropes antisémites. Donc, on voit que parfois, les mêmes qui donnent des leçons à tout le monde se font prendre à leur propre jeu. 12 minutes. Je vais passer ça. Voilà, donc il y a des défenseurs des Juifs, d'Israël et du sionisme qui sont de droite, mais loin d'être des alliés de l'antiracisme, ils produisent ou reproduisent les mêmes tares qu'à gauche, avec des tropes aussi islamophobes, négrophobes, etc. Et certaines énonciations appartiennent même, de manière provisoire ou sporadique, ou continue et impulsive, à la catégorie ironique de la réaction philosémite théorisée par Yvan Segré, qui, loin d'être structurée par la lutte contre l'antisémitisme et la défense d'Israël, sont structurées par une idéologie réactionnaire, nationaliste et xénophobe. Réactionnaire, car pas si favorable aux Juifs que ça. Citation d'Yvan Segré, une idéologie xénophobe finissant toujours par avoir les Juifs dans sa ligne de mire. De même, les plus médiatiques et donc malheureusement les plus influents promoteurs antisionistes et décoloniaux
loin d'être structurées par l'émancipation juive, l'égalité israélo-arabe, la lutte pour la Palestine et un dépassement des structures coloniales, sont structurées, en tout ou en partie, par une idéologie réactionnaire, nationaliste, souverainiste et xénophobe. L'antisionisme, dans ces coordonnées-là, est une idéologie totalement occidentale et ancrée, je cite également Yvan Segré, dans un imaginaire politique déconnecté du réel qui véhicule par inertie une tradition anti-juive. Allons donc encore un peu plus loin. Il m'est apparu que si l'antisionisme pouvait conduire à reproduire certains énoncés anti-juifs, il le faisait différemment selon son origine. Je m'explique, c'est assez simple. On parlera, une proposition bien sûr, d'antisémitisme antisioniste lorsque la couleur dominante, l'histoire de la citation et du propos est antisémite et que l'antisionisme est une couleur secondaire ou un vernis. Et on parlera d'antisionisme antisémite lorsque l'antisionisme reproduit dans son argumentation des thèses antisémites ou anti-judaïques. Et on voit que ça appartient à deux traditions différentes qui se rencontrent évidemment, mais un antisémite antisioniste et un antisioniste antisémite, ce n'est pas exactement la même chose parce qu'elles n'ont pas les mêmes mécanismes réflexifs. Ce qui peut perdurer de l'antijudaïsme qui vous a été présenté plus tôt ce matin par Sender, je ne pense pas que l'expression soit encore arrivée aujourd'hui, c'est l'accusation de double allégeance qui conduit à penser les Juifs déracinés ou assimilés comme des traîtres à leur patrie. En reconnaissant Israël comme le lieu possible, potentiel, même très lointain, d'une déclinaison de leur judéité, les Juifs de la diaspora sont des suspects. La violence de la verticalité nationaliste et souverainiste, là où tu payes tes impôts, c'est ton pays de cœur et d'esprit, qui s'exprime ici par le récit antisioniste, m'apparaît comme très éloigné des principes directeurs d'une pensée de gauche, ça n'autorise même pas à s'affranchir mentalement et sentimentalement des frontières. Je passe tout ça, et on peut arriver à ça. Ça, c'est un élément qui me paraît très important. J'ai mis Israël et Gaza entre guillemets parce qu'ils correspondent peu à leur réalité objective, des territoires, des populations, etc., mais comme des surfaces de projection pour Israël, et donc comme des objets, si vous voulez. C'est des objets pour les militants occidentaux pour penser certaines choses. Donc arrêtons-nous sur cela. Parce qu'on entend depuis 2 ans, mais en fait depuis bien longtemps, des slogans les plus définitifs et péremptoires à propos de cette région du monde. Une réflexion nourrie par la critique historique, et peut-être minoritaire, mais invite pourtant à se méfier des dates érigées en moment de rupture anthropologique absolue, traçant artificiellement un avant et un après. Le risque est alors de voir le moment Gaza, tout comme le moment 7 octobre, se nominaliser plutôt que de s'inscrire dans l'histoire longue des crimes de masse en tenant ensemble les rapports de continuité et de singularité. Alors, il ne fait aucun doute, à mon sens, que Gaza est devenu un enfer sur Terre. Je renvoie notamment au livre de Samar Yazbek, Une mémoire de l'anéantissement, c'est absolument déchirant. Et que le droit international continue effectivement de se délier. Mais les hyperboles débordent largement ce constat et appellent interrogation. Alors, on a Gaza où meurt notre humanité, ne pas retomber dans un monde où la seule force prime. Bon, je ne savais pas qu'avant la force ne primait pas, mais Gaza ou la faillite de l'Occident. Bon, ben, on n'a pas attendu Gaza pour observer une faillite de l'Occident. Le cimetière du droit international que représente Gaza marque la fin d'un monde. Bon, tout ça peut être vraiment interrogé et ces hyperboles sont, à mon sens, problématiques par rapport au futur. Parce que si maintenant, ben voilà, ça c'était écrit avant la guerre au Liban et la guerre en Iran, bon ben voilà, il y a les dirigeants fascistes américano-israéliens qui attaquent le gouvernement totalitaire de l'Iran. Bon, on est dans des configurations complètement délirantes qui dépassent peut-être même ce qui s'est passé à la suite du 7 octobre. En tout cas, il y a un embrasement. Disons, voilà, l'incendie universel, c'est également ça. C'est un embrasement, et parce que c'est en même temps un embrasement et c'est en même temps un sujet inflammable. Bon. Je reprends aussi le fil de mon exposé en disant, par exemple, Laura Adler, j'ai rien contre Laura Adler, mais
Elle fait un exposé ramassé sur cette rupture quasi-anthropologique concernant une vision du monde qui n'est pas terminée et qui fait peut-être que commencer, c'est-à-dire que l'humanité, elle est fragmentée à cause de Gaza. Enfin, j'entends. Nous ne formons plus une communauté, le prix de la vie n'est pas le même d'un côté ou de l'autre, ça, ok. Et pendant que les uns pleurent leur mort à quelques kilomètres de là, ça continue à Gaza. C'est là où ça devient intéressant. Donc, je voulais vous poser la question, Lisa, à ses invités, de savoir si ce n'était pas la notion même d'humanité qui se trouvait explosée et aujourd'hui impensable avec le concept philosophique que nous avons. Bon, voilà, c'est assez particulier parce que cette hyperbole manque. Alors, c'est pas que je suis pour me couper les cheveux en quatre et ne pas avoir des moments où effectivement il faut quelque peu perforer l'espace public pour pouvoir faire prendre conscience de ce qui se passe et des crimes commis. Mais cette surface de projection et cette Gaza comme rupture anthropologique euh, pose un problème d'analyse qui ramène Israël dans une position, c'est là où je veux en venir aussi, Israël et le sionisme, comme une position de toute puissance, de domination exclusive et mondiale, non seulement sur une région du monde, mais sur l'humanité tout entière. Et là, quand on tire ce fil-là, on se rend compte qu'on en arrive à des délires métaphysiques et eschatologiques qui, de nouveau, comme je le disais dans la citation d'Yvan Secret, est très éloigné des conditions matérielles, des analyses matérialistes qu'on peut faire de ce conflit. Il reste 4 minutes et je voulais, pour peut-être illustrer ce que j'ai tenté de dire ici, revenir avec quelques diapos. Voilà, le sionisme occupe le monde entier, sauf la Palestine. On a aussi ce type de nazification, alors je n'en ai pas parlé, nazification d'Israël par la mise en équivalence de Jean Moulin. Et voilà, quand on connaît le conte qui a diffusé ça, il y a peu de doute que c'est pas juste quelqu'un qui va jeter des pierres sur un char israélien. Ça, c'est très intéressant aussi. La Palestine n'est pas une simple issue, un simple problème, la Palestine est le problème. Et donc là, on voit que le racisme, le patriarcat, la misogynie, le colonialisme, voilà, bon, vous lisez, tout connecte. Donc c'est complètement complotiste, c'est complètement monothématique. Et donc, comme Johannes l'a dit aussi, les explications causales, monoïdéiques, qui pensent que sur une seule idée, sont problématiques et amènent à ce genre de poste qui a pas mal de succès. Ah ben, sur des comptes, j'ai pas fait la pub, hein. Euh, ça c'est intéressant aussi parce que voilà, j'en ai peu parlé parce que le temps me manque, mais ce qui était intéressant aussi, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la manière dont voilà, Israël comme surface de projection et de rupture anthropologique amène à repenser la question de la fétichisation des classes sociales, où les 1% deviennent ceux qui commettent le génocide, etc. Ce qui est plutôt ironique aussi, c'est que, bon voilà, j'ai masqué parce que voilà, c'est pas la peine de faire de la pub ou du site. Voilà, le risque de cyberharcèlement est réel, mais cette personne militante qui écrit ça, qui a un certain succès en Belgique, euh, voilà, dit, attends, j'ai la traduction. Voilà, Francesca Albanese, la deuxième, a été une lumière pour nous ces 2 dernières années, au moins. Le fait qu'elle soit attaquée et vilipendée par le 1% au pouvoir, les personnes, les faits qu'elle soit attaquée, par les personnes derrière le génocide en Palestine, responsables de la destruction de la planète, dont tous les noms sont dans les dossiers Epstein, ne fait que renforcer sa puissance et leur impuissance. Ce qui est quand même ironique, c'est que cette personne-là travaille beaucoup de manière éditoriale et militante avec Noam Chomsky, qui s'est retrouvé dans les dossiers Epstein. Bon. Euh, et entre autres, et avec Varoufakis, avec Ken Loach, avec les mêmes, ils ne sont pas dans les dossiers Epstein, mais cette personne militante travaille avec. Les mêmes personnes qui soutiennent et commettent le génocide des Palestiniens sont aussi celles qui détruisent ou tuent la planète. Ils représentent au mieux 1% de la population mondiale. Nous devons les arrêter. C'est également un discours qui est repris par Greta Thunberg, etc. Donc on voit des collusions écologistes aussi.
écologie, où effectivement, de nouveau, pourrait reprendre mon titre, l'incendie universel, parce que la planète flambe. Personne ici dans cette salle, je pense, ne va le nier. Mais la planète flambe, pourquoi? Parce que le sionisme. Je simplifie, il me reste 1 minute, donc je ne peux pas aller plus loin, mais la logique, elle est là. Euh, voilà, ici, c'était une image que Corbyn, dont Corbyn a dû se démêler en disant oui, peut-être, effectivement, elle était peut-être un peu antisémite. Bah, elle est aussi très négrophobe, mais bon, ça, voilà. Euh, voilà, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir d'une communauté qui fait 1% de la population en France contre 10% de musulmans. Malheureusement, Didier Lesrade a pris un mauvais tournant depuis longtemps, malgré ce qu'il a pu faire dans les années 80, 70. Euh, voilà, ici, je terminerai avec ça, il me reste 30 secondes. Francesca Albanese, et j'ai vu très, très, très peu, bon, en fait, j'en ai pas vu, mais j'ai pas mal cherché de réactions par rapport à son interview chez Tucker Carlson, qui est un suprémaciste blanc, alors qui est parfois en difficulté avec les MAGA, avec, voilà, comme dans tous ces groupes, parfois ça se divise, mais c'est un suprémaciste blanc, il est raciste, il est réactionnaire, voilà. Mais il donne la parole et Francesca Albanese a trouvé intéressant d'aller discuter avec lui, quand bien même la semaine d'avant, ou les 2 semaines avant, il avait discuté avec Fuentes, qui est un néo-nazi affirmé. Mais alors, j'ai eu l'occasion d'écouter l'interview qui n'est pas très intéressante, mais ce n'est jamais abordé. Ce n'est jamais abordé que Carlson est un réactionnaire d'extrême droite et qu'il a invité un néo-nazi. Bon, voilà, donc j'aurais voulu peut-être approfondir et nuancer pas mal de choses, en tout cas de complexifier plutôt que nuancer, mais je vous remercie pour votre écoute et on peut en discuter dans les questions aussi.